La Terre, il y a 65 millions d'années. Les dinosaures y sont rois et maîtres. Mais un jour, un tueur venu des confins de l'espace menace l'avenir de toutes les espèces vivant sur la planète, y compris les dinosaures qui règnent sur Terre depuis plus de 150 millions d'années. Les extinctions massives font partie de notre passé et elles pourraient bien faire partie de notre avenir. Voici le récit du premier jour d'une catastrophe ayant contraint chaque espèce sur Terre à lutter pour sa survie, y compris les tout-puissants dinosaures. Vous êtes sur le point d'assister aux pires 24 heures de l'histoire de la planète Terre. Voici la fin du monde à Apocalypse Animal. La mort ne négocie pas. August Strindberg, 1900. Voici la planète Terre il y a 65 millions d'années. Dans 3 jours à peine, un terrible bourreau, un astéroïde d'une largeur de plus de 9 km et voyageant à plus de 32 000 km/h, s'écrasera violemment sur la planète. Si ce tueur nous frappait aujourd'hui, l'espèce humaine serait anéantie. Heureusement pour nous, tout cela est arrivé à l'époque où les dinosaures régnaient sur le monde. Les dinosaures sont les plus grands animaux à avoir jamais peuplé la Terre. Chaque continent grouillait de dinosaures. D'espèces diverses, certains étaient prédateurs, d'autres herbivores. J'ai l'impression que si nous pouvions nous transporter à cette époque à bord d'un super-avion, ce que nous verrions du haut des airs, kilomètre après kilomètre, ce seraient des troupeaux d'animaux énormes, des dinosaures. En Amérique du Nord, ils sont pourchassés par le plus redoutable des dinosaures, le Tyrannosaure Rex. Au-dessus du Mexique, des ptérosaures géants appelés Quetzalcoatlus planent majestueusement. Et au large des côtes européennes, les reptiles marins traquent les bancs d'ammonites, des créatures à coquilles de la taille d'un pneu de tracteur. Les dinosaures s'en sortaient très bien. Il y avait de gigantesques dinosaures sur chaque continent. Ils étaient nombreux dans les tropiques et dans les régions subtropicales. On en retrouvait même jusque dans l'Arctique. Aucun animal n'oserait défier les dinosaures. Encore moins nos propres ancêtres. De minuscules mammifères, tels que les Purgatorius, qui préfèrent se cacher dans des terriers obscurs. Les dinosaures et les mammifères sont apparus sur la Terre à peu près au même moment. On a souvent tendance à l'oublier. C'est donc dire que pendant les 163 millions d'années où les dinosaures ont régné, il y avait aussi des mammifères. Mais pour une raison ou pour une autre, les mammifères étaient de très petite taille. En fait, leur taille ne dépassait pas celle d'une souris, alors que le plus petit des dinosaures, queue incluse, mesurait environ 1,20 m. Mais un événement que les scientifiques nomment l'extinction de la limite Crétacé-Tertiaire ou l'extinction KT est sur le point de faire basculer complètement l'équilibre des forces. L'extinction KT a constitué la pire journée de l'histoire de la Terre. Ce jour-là, une ère a abruptement pris fin, entraînant dans sa chute des millions d'espèces. La théorie dominante suggère que cette extinction a été causée par l'écrasement d'un astéroïde ou d'une comète de taille énorme.
S'il s'agit d'un astéroïde, il provient de la ceinture d'astéroïdes, une région froide située tout juste près de l'orbite de Mars, où se trouvent des milliers de ces immenses roches spatiales. La taille de cet astéroïde dépasse l'imagination. Sa longueur équivaut à celle de la ville de San Francisco, et sa masse équivaut à la masse totale de tous les matériaux utilisés pour construire chacun des édifices érigés aux États-Unis. Selon moi, la meilleure analogie est celle qui le décrit comme un gros morceau de glace et de roche de la taille et peut-être même de la forme du mont Everest. Imaginez un modèle réduit de la Terre. Prenez un couteau, découpez le mont Everest et prenez-le. Puis, lancez-le sur la Terre, bang! Le décompte de la catastrophe est enclenché. La Terre vit sa dernière journée normale. Dans 24 heures, les dinosaures s'éteindront et vous en serez témoin. En Alaska, des dinosaures à bec de canard, appelés hadrosaures, parcourent la forêt luxuriante tout en se régalant, ignorant tout du malheur qui les guette. La longueur de ces immenses bêtes équivaut à 3 voitures et leur taille à 2 fois celle d'un homme. Ils utilisent leur bec comme une pince à salade pour arracher les feuilles des arbres. Ils poussent la nourriture au fond de leur gueule où 1600 dents agissant comme une râpe à fromage leur permettent de broyer les aiguilles de pain difficiles à digérer. Des membranes gonflables situées dans leur nez leur permettent de pousser des sons, un mugissement spectral proche du basson. La structure du crâne des dinosaures à bec de canard, combinée à leur comportement grégaire, laisse supposer qu'il existait une très grande interaction sociale chez ces dinosaures. Il est très intéressant de noter que les parents actuels les plus proches des dinosaures, les oiseaux, possèdent aussi ces caractéristiques comportementales. Affamés, ces dinosaures sont trop occupés pour remarquer la lueur qui pointe dans les airs. Un fragment de l'astéroïde tout aussi meurtrier traverse le ciel à toute vitesse. Soudain, le troupeau s'affole et prend fuite, hurlant de peur, piétinant tout sur son passage. C'est absolument terrifiant comme situation. Folles de terreur, ces bêtes réagissent comme le fait un troupeau, c'est-à-dire en paniquant et en piétinant tout. Si un simple fragment peut causer une telle destruction, l'impact de l'astéroïde ne peut être que colossal. On ignore si les dinosaures savaient que leur fin approchait. Mais même si tel avait été le cas, qu'aurait-il pu faire? Rien. Plus que 12 heures avant l'impact. La scène à laquelle vous assistez était courante en Amérique du Nord il y a 65 millions d'années. C'est ici que se situe aujourd'hui le Montana. Les animaux ici ne se doutent pas qu'un fragment de l'astéroïde s'est écrasé en Alaska. 2 troodons sont à la chasse. Ils ont des vues sur un jeune dinosaure à bec de canard. Bien que de petite taille, les troodons sont acharnés et tout à fait capables de s'en prendre à des proies plus imposantes. Le troodon ne mesure qu'1 mètre de haut, mais c'est l'un des dinosaures les plus intelligents de tous les temps. Il chasse sans doute en bande, comme les loups, utilisant la griffe acérée de ses pattes arrière pour éviscérer ses proies. Mais alors que les troodons s'apprêtent à déguster leur repas, un tyrannosaure surgit. Ce formidable animal, aussi long qu'un terrain de tennis, pèse 7 tonnes, soit autant qu'un éléphant d'Afrique. De nos jours, les plus grands prédateurs de la planète sont les lions et les tigres. Ils sont minuscules comparés aux tyrannosaures.
J'ai déjà été en présence de grands félins comme des cougars. Ces bêtes sont immenses. On se sent petit et vulnérable à côté d'elles. Maintenant, imaginez un animal de la taille d'un éléphant, dont le crâne est aussi long qu'un être humain et qui dévore près de 500 kilos de viande par jour. Ça doit être effrayant de se retrouver face à une telle créature. La gueule du tyrannosaure est parfaitement conçue pour tuer et dévorer ses proies. La force phénoménale de ses mâchoires, environ 4500 décanewtons, lui permet de facilement transpercer sa victime, d'arracher sa chair et de broyer ses os. D'un point de vue écologique, le Tyrannosaure Rex était en quelque sorte un dépeceur de viande. Sa gueule était en forme de U et il possédait des dents plates et acérées à l'avant qui lui permettaient de prendre de grandes bouchées de chair. Il ne peut pas mastiquer. Il ingurgite donc sa nourriture sans la mâcher, avalant plus de 68 kilos de chair d'un seul coup. Mais cela ne lui suffira pas. Du moins, pour affronter ce qui s'en vient. Presque tout ce qu'on sait au sujet du Tyrannosaure Rex et des autres dinosaures d'Amérique du Nord provient d'une région appelée la formation de Hell Creek. Aujourd'hui, il s'agit d'un endroit désert situé dans les Badlands du Montana et du Dakota du Nord. À l'ère du Crétacé, il s'agissait plutôt d'une vaste plaine alluviale remplie de dinosaures. Pendant 3 millions d'années, les cours d'eau ont déposé des sédiments lors de leur crue. Boue et argile se sont accumulés dans la plaine. Et ce qu'on aperçoit aujourd'hui, ce sont les différentes couches de sédiments qui se sont accumulées au cours de ces 2 ou 3 millions d'années. Elles se sont accumulées l'une après l'autre de bas en haut. Les dinosaures et les végétaux étaient nombreux au cours des 2 derniers millions d'années du Crétacé. Le Tyrannosaure Rex est le roi de Hell Creek. Depuis quelques jours, le sommeil des animaux est perturbé par la lueur constante émise par cet étrange corps lumineux dans le ciel. Aucun autre indice ne laisse présager aux dinosaures que la vie telle qu'ils la connaissent depuis 150 millions d'années tire à sa fin. Ces animaux, rois et maîtres sur Terre depuis si longtemps, ne se doutent de rien. L'heure de l'extinction a sonné. Tout ce qui est sorti de la Terre fait retour à la Terre. Lucrèce, 50 avant Jésus-Christ. Vous allez bientôt assister à la fin du règne des dinosaures. À l'époque, la Terre a pratiquement été détruite par un événement apocalyptique digne des plus grands films catastrophes. Un astéroïde composé de 1000 milliards de tonnes de roches et de glace est sur le point de s'écraser sur la Terre à une vitesse de 32 000 km/h. On peut essayer d'appliquer nos formules mathématiques pour tenter d'évaluer le nombre d'ergs et l'énergie libérée. Mais l'immensité de cet événement va bien au-delà de toute expérience humaine. Plus que 5 heures avant que ne disparaisse le royaume des dinosaures. Voici le point zéro. Comme vous le voyez, il ne se situe pas sur la terre ferme. Aujourd'hui, il s'agit de la péninsule du Yucatan au Mexique. Cette mer sera la première à être anéantie, tout comme la vie grouillante et parfois cruelle qu'elle abrite. Si on avait eu la chance de faire de la plongée à l'époque, les bancs de poissons qu'on aurait aperçus n'auraient ressemblé en rien à ceux d'aujourd'hui. On aurait vu des bancs de poissons et des bancs d'ammonites, de magnifiques céphalopodes ressemblant à des calmars vivant dans une grande coquille. Le nautile est l'animal actuel s'en rapprochant le plus. On aurait donc aperçu des ammonites et des poissons, ainsi que des reptiles marins nageant parmi eux. Le mosasaure est le plus redoutable de tous les reptiles marins. Ce prédateur vorace mesure près de 15 mètres de long et pèse 18 tonnes.
Son excellent sens de l'odorat lui permet de calmement traquer ses proies. Le mosasaure préfère la lente ammonite. Cependant, aujourd'hui, il doit se presser. Dès que l'astéroïde apparaîtra dans le ciel, il ne disposera plus que de quelques secondes pour terminer son repas avant de lui-même disparaître. Sur un littoral non loin du futur point zéro, ces Deinosuchus n'ont plus que quelques secondes à vivre. Ces crocodiles des mers géants mesurent 12 mètres de long et sont de la même hauteur qu'un homme adulte. Ils l'ignorent, mais la planète Terre ne dispose plus que de 10 secondes. En quelques secondes, l'astéroïde de 1000 milliards de tonnes est complètement pulvérisé. On parle d'un objet se déplaçant à plusieurs kilomètres par seconde. Ce qui s'est passé, c'est que cet astéroïde d'une largeur de plus de 9 kilomètres a été complètement pulvérisé et s'est transformé en bombe. Il creuse un trou de 48 kilomètres de profondeur. Il pénètre dans le sol sur une distance plus grande que l'altitude que peut atteindre n'importe quel avion de nos jours. L'énergie dégagée est si grande que la roche de la croûte terrestre réagit comme un liquide. La même dynamique se produit quand on lance un caillou dans une mare d'eau. On calcule l'énergie libérée et on parle d'une centaine de millions de mégatonnes, alors que dans le cas d'une bombe à hydrogène, on parle d'une seule mégatonne. Imaginez l'énergie libérée par 100 millions de bombes à hydrogène explosant simultanément. C'est colossal. On peut même apercevoir l'impact à partir de la Lune. On parle d'une catastrophe pire que toutes celles que pourrait imaginer Hollywood. En une fraction de seconde, toute l'eau dans un rayon de 160 km s'évapore, anéantissant instantanément des millions d'animaux. Aucun des organismes vivants qui se trouvaient à quelques dizaines de kilomètres du point d'impact n'a eu conscience de ce qui s'était passé. L'onde de choc les a frappés trop rapidement pour que leurs neurones puissent réagir. Ils sont morts sur le champ. Pour eux, la mort est une délivrance. Ils ont de la chance. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 400 km du point d'impact meurt instantanément. Les animaux qui se trouvent plus loin aperçoivent un éclair vif. Mais savent-ils qu'ils sont condamnés? Trois secondes à peine après l'impact, un très chaud nuage de vapeur de roche se répand à une vitesse supersonique. L'onde de choc. Elle ne met que 2 minutes à rejoindre la côte du Texas. Elle atteindra bientôt tout le continent nord-américain. Les forces tectoniques, l'érosion ainsi que d'autres processus naturels ont radicalement modifié l'aspect de la Terre depuis l'époque des dinosaures. Alors comment les scientifiques ont-ils su qu'un astéroïde s'était écrasé sur notre planète il y a 65 millions d'années?
Ils l'ont su il y a 30 ans lorsque l'équipe composée d'un père et de son fils, Luis et Walter Alvarez, découvre les traces d'un élément chimique très rare, l'iridium, dans une couche de sédiments datant de 65 millions d'années. La provenance de cet iridium les intrigue. La question était de savoir d'où provenait cet iridium. On sait que cet élément ne se retrouve pas à la surface de la Terre. Ça signifie que cette strate-ci contient les restes d'un astéroïde. Pour nous, c'est vraiment palpitant, car quand on observe cette strate tout juste ici, on aperçoit en fait l'iridium contenu dans l'astéroïde qui s'est écrasé sur la Terre il y a 65 millions d'années. En 1990, on obtient la confirmation de cet impact lorsqu'on découvre un immense cratère dans la péninsule du Yucatan. Cette découverte déclenche une série de recherches. Pour les scientifiques capables de la décoder, cette couche de sédiments renferme le compte-rendu effrayant de ces derniers jours. Vous assistez aux premières secondes de la catastrophe. Alors qu'une onde de choc constituée de vapeur de roche jaillit du point zéro. Presque la totalité de l'astéroïde a été pulvérisée. Il ne s'est pas simplement brisé. Il n'a pas fondu, mais il a été transformé en vapeur. Une quantité égale de la Terre a aussi été pulvérisée. L'onde de choc se répand à une vitesse supersonique en direction nord-ouest. Étant donné l'angle auquel l'astéroïde s'est écrasé, elle fonce vers la côte américaine. On peut comparer cette onde de choc à un train de marchandises fonçant droit sur les dinosaures. 3 minutes après l'impact, les animaux se trouvant au Texas ignorent encore tout de la catastrophe. Ils ignorent qu'ils seront bientôt carbonisés. Ces hadrosaures ont sans doute à peine eu le temps de percevoir l'éclat dans le ciel et le grondement au loin, avant que leurs pensées ne soient anéanties, tout comme leur chair et leurs os. Plus loin dans les terres, ces ptérosauriens appelés Quetzalcoatlus règnent dans le ciel depuis des millénaires. Cet animal était un formidable volatile. Il avait une envergure de plus de 13 mètres. Un avion Piper Cub dans lequel 2 personnes peuvent prendre place possède une envergure de 11 mètres. Avait-il besoin d'une piste d'atterrissage? Comment prenait-il son envol? Comment atterrissait-il? Où vivait-il? Ces questions restent encore sans réponse. Malheureusement, ils ne se sont pas bien fossilisés car leurs os étaient très fragiles. En observant les oiseaux, on peut essayer d'en apprendre plus sur le mode de vie de ces ptérosauriens. Or, les oiseaux qui possèdent les mêmes caractéristiques aujourd'hui sont les cigognes. Et la plupart des cigognes, bien qu'elles volent avec facilité, chassent sur terre. Imaginez donc une cigogne mesurant entre 4 et 6 mètres, soit presque la taille d'une girafe. Cet animal devait parcourir les environs à la recherche de petites bêtes, y compris des bébés dinosaures. Mais pas question de chasser aujourd'hui. L'onde de choc fonce sur eux avec fracas et les pulvérise. L'onde de choc progresse. Même le puissant Tyrannosaure Rex, incapable de s'abriter, ne survivra pas. Seul le hasard permet à certains animaux de survivre, ceux-ci étant à l'abri dans des grottes ou à flanc de coteaux. Protégés en partie, ils assistent au déroulement de la catastrophe. Les animaux étaient désorientés et confus. Certains ont été tués sur le coup par la force de l'onde de choc. Les survivants erraient sans savoir que faire. Puis des incendies ont éclaté un peu partout. L'onde de choc dépose des résidus partout sur ce qui est aujourd'hui le territoire américain. Chaque parcelle de terre se consume.
Cet endroit a été pilonné, dévasté et carbonisé. La nature ne favorise ni les prédateurs, ni les proies, ni les parents, ni les enfants. Un petit mammifère sort de son terrier pour jeter un coup d'œil. Il s'agit de notre ancêtre, le Purgatorius. Il s'aventure à sortir. Heureusement pour nous, l'avenir de la race humaine est sauf, car le terrier de ce petit animal peu connu l'a protégé. On peut inverser l'adage bien connu qui dit « Vous pouvez vous cacher, mais vous ne pouvez pas vous échapper ». La solution, c'était de se cacher, de se mettre à l'abri. Or, les dinosaures ne pouvaient ni creuser ni nager. Ils n'avaient donc aucun moyen de s'abriter. 10 minutes après l'impact, l'onde de choc se dissipe. Son énergie s'estompe avant qu'elle n'atteigne le Canada. Bien que ça paraisse incroyable, les animaux hors de sa portée ignorent encore sans doute tout de la catastrophe. Pour ces tricératops, cette journée n'a rien d'extraordinaire. Le tricératops est un dinosaure bien connu. Il mesure près de 3 mètres de haut et pèse 5 tonnes. Sa collerette osseuse ressemble peut-être à une cuirasse, mais ses motifs élaborés servent plutôt à conquérir les femelles. Les tricératops et autres dinosaures à cornes étaient des animaux grégaires, tout comme le sont de nos jours les antilopes africaines. Imaginez donc un immense troupeau, non pas constitué d'antilopes pesant moins d'une demi-tonne, mais de tricératops pesant chacun entre 3 et 5 tonnes. Ils étaient sans doute des centaines et même un millier, des adultes, des jeunes et des bébés. Les adultes protégeaient sans doute les plus jeunes. Puis, un grondement sourd retentit au loin. La terre se met soudain à trembler. Ce séisme est plus violent que tous ceux qu'ils ont vécus. Il s'agit du pire séisme depuis l'apparition de la vie sur Terre 600 millions d'années auparavant. L'impact a provoqué un séisme d'une magnitude 13, un séisme 100 fois plus puissant que ceux que nous enregistrons de nos jours. Un tel séisme jetterait par terre tous les immeubles d'Amérique du Nord. Il détruirait des immeubles jusqu'en Chine. Le séisme a sans doute fait tomber tous les animaux. Le sol s'est sûrement fissuré ici et là. Certains dinosaures sont certainement tombés dans ces fissures. Mais je le répète, ce séisme n'est pas ce qui a fait le plus de victimes. En fait, ce n'était que le début d'une série de catastrophes. Ce super séisme ondule à travers la planète, déclenchant d'énormes glissements de terrain aussi loin qu'en Antarctique. Pour la plupart des animaux sur Terre, ce séisme est le premier indice que la fin approche. « 30 minutes se sont écoulées depuis l'impact. Le séisme secoue encore la Terre. Des répliques se feront encore sentir pendant des jours, mais pour le moment, certains continuent de s'accrocher obstinément à la vie. C'est alors qu'un nouvel aspect terrifiant de cet apocalypse fait son apparition. De gigantesques tsunamis se forment. D'immenses murs d'eau mortels ressemblant à d'immenses chaînes de montagnes avancent inéluctablement. « 45 minutes se sont écoulées depuis l'impact. La catastrophe n'a pas encore atteint les animaux se trouvant loin du point zéro, c'est-à-dire en Afrique, en Asie, en Europe ou en Antarctique. Ceux vivant près de la côte vont bientôt voir la mort approcher. Sous la violence de l'impact, l'océan se soulève. De méga tsunamis se forment. Les tsunamis se sont développés en vagues concentriques à partir du point zéro. Ils étaient sans doute nombreux et ils se déplaçaient à très grande vitesse. Les méga-tsunamis traversent l'Atlantique à plus de 1000 km/h, plus rapidement que la vitesse du son.
Sur le littoral de ce qui constitue aujourd'hui le continent africain, les dinosaures se remettent à peine du séisme. L'eau se retire alors du rivage. Un spectacle inquiétant. Une ligne plus foncée apparaît alors à l'horizon. Il s'agit du tsunami qui approche de plus en plus. Et plus il approche, plus il prend de l'ampleur. Il emporte tout sur son passage, les dinosaures et tout le reste, les arbres, les débris. Il mélange tout ça et les disperse un peu partout sur les terres qui l'inondent. Le tsunami qui a frappé l'Asie aux alentours de Noël, il y a quelques années, avait une amplitude de quelques mètres. Dans ce cas-ci, on parle de quelques centaines de mètres. Le méga-tsunami ravage le globe. Aucun littoral n'est épargné. Prisonniers de puissants courants, les animaux marins, y compris les énormes mosasaures, sont poussés vers le rivage où la mort les attend. Ils luttent frénétiquement pendant quelques instants. Puis, plus rien. Plus près du point zéro, le long de la côte du golfe du Mexique, les vagues submergent complètement les terres basses. Alors que l'onde de tempête de l'ouragan Katrina était d'une hauteur de 8,5 mètres, la hauteur de celle-ci est de plus de 300 mètres. Si une telle catastrophe se produisait aujourd'hui, des villes situées aussi loin que Nashville ou Saint-Louis se retrouveraient sous une centaine de mètres d'eau. Après avoir frappé et après avoir inondé les terres, le tsunami se retire, comme le fait toute vague normale qui atteint le rivage. L'eau se retire avec une puissance telle qu'elle creuse un nouveau paysage dans le sud des États-Unis. De nouvelles collines, de nouvelles vallées, de nouveaux canyons apparaissent, tous jonchés d'animaux morts. Un peu à l'image des effets d'une tornade, tout ce qui se trouvait sur Terre a été mélangé, puis éparpillé. Les terres continuent de se drainer, transportant les carcasses de millions d'animaux vers la mer. 5 heures après l'impact, l'océan déchaîné commence à se calmer. Après une telle catastrophe planétaire, le plus surprenant n'est pas le nombre de victimes, mais plutôt le nombre de survivants. À quelques endroits autour du globe, des survivants amochés essaient de comprendre ce qui s'est passé. Pourtant, un autre danger les menace. Le ciel les bombarde. Le monde change, que ça nous plaise ou non. Ralph Waldo Emerson, 1872. Tout a commencé lorsqu'un astéroïde s'est écrasé sur la Terre il y a 65 millions d'années, déclenchant une réaction en chaîne désastreuse. Une violente onde de choc, faite de vapeur de roche, incendie la surface de la Terre. Puis, un colossal séisme secoue la Terre comme jamais auparavant. Et de méga tsunamis submergent d'immenses étendues de terre. Mais l'aspect le plus destructeur de cet impact reste les millions de tonnes de roches projetées avec violence dans les airs lors de l'explosion phénoménale. Toute la matière se trouvant dans ce cratère de 160 km de diamètre a été projetée dans l'atmosphère. Des pierres de la taille d'un point et de la taille d'une maison ont été projetées de ce cratère. Les pierres de la taille d'un point sont allées en orbite, puis elles sont redescendues à toute vitesse vers la Terre sous forme de météorites. Des morceaux de la croûte terrestre sont donc redescendus dans l'atmosphère, formant la plus grande pluie de météorites jamais vue. Pendant des heures,
la pluie de météorites bombarde le globe. Le ciel s'enflamme. Ces étoiles filantes ont pénétré dans la haute atmosphère y faisant grimper la température à plus de 500 degrés Celsius. Une température plus grande que celle de votre cuisinière. Et ça pendant environ 3 heures. Si vous voulez savoir l'effet que ça fait, réglez votre cuisinière à grill et mettez votre main sous l'élément pendant 3 heures. 6 heures après l'impact, les plaines arides de la Mongolie semblent étrangement calmes. La voûte de feu ne s'est pas encore étendue jusqu'ici. À cet endroit, des cousins du troodon nord-américain, de petits carnivores appelés Byronosaurus, traquent les nombreux troupeaux de Protocératops. Le Protocératops ressemble beaucoup au célèbre Tricératops. Sa gueule est parfaitement adaptée à l'ingestion des broussailles du désert. Il arrachait les végétaux avec son bec, puis les coupait avec ses dents acérées. Et il gardait la nourriture dans ses joues pendant qu'il la mâchait. C'était en quelque sorte un formidable robot culinaire. Mais le Protocératops n'a rien d'un combattant. Une tare qui se révèle fatale dans ce monde féroce. Mais le drame est écourté. La pluie de feu s'abat, consumant également cette région. Plus on s'éloigne du point zéro situé au Yucatan, plus les météorites sont petites. Aussi incroyable que cela puisse paraître, certaines ne sont pas plus grosses qu'un grain de sable. Il y avait des billes de verre dans l'océan Atlantique, des couches de billes de verre, car après avoir été projetées dans l'atmosphère, toute cette roche fondue est retombée en pluie sous forme de verre ou de verre fondu. 7 heures après l'impact, toute la planète semble sur le point de s'envoler en fumée. Il n'existe aucune directive à suivre face à une apocalypse. Ces pauvres animaux ne peuvent se fier qu'à leur instinct. Et leur instinct leur dicte de fuir. Dans le ciel qui surplombe la région aujourd'hui occupée par l'Alberta, 2 Quetzalcoatlus sont surpris par la tempête. Avec une envergure comparable à celle d'un chasseur à réaction F-16, impossible pour ces immenses animaux de se mettre à l'abri. Les roches incandescentes les bombardent à mort. La température à la surface de la Terre atteint des sommets en quelques heures à peine. La chaleur est intolérable. Elle est telle qu'elle peut faire bouillir l'eau des rivières. Des incendies se déclenchent partout sur le globe, consumant les animaux morts ou agonisants. En tout, 20 millions de mégatonnes d'énergie carbonisent la planète Terre. Si on divise 20 millions de mégatonnes par la superficie de la Terre, on découvre que cela équivaut à 1 mégatonne environ tous les 6 kilomètres. C'est-à-dire l'équivalent d'une bombe à hydrogène qui exploserait à tous les 6 kilomètres en quelques heures à peine. Qu'un animal ait pu survivre à ce cataclysme relève du miracle. 10 heures se sont maintenant écoulées depuis l'impact. La planète est complètement méconnaissable. La succession de catastrophes a fait des milliards de victimes. Malgré tout, certains animaux remarquables ont survécu. Les Purgatorius se blottissent sous terre en attendant la fin du cataclysme. Pendant que l'univers des dinosaures se désagrège, notre ancêtre fait ce qu'il doit pour survivre. Il se terre, rationne sa nourriture et évite de sortir. De son terrier, il entend sans doute la triste plainte d'un univers agonisant. Les plus puissants semblent sur le point de tomber et les plus inoffensifs sur le point d'hériter de la Terre.
14 heures se sont écoulées depuis qu'un astéroïde d'une largeur de 9 km a percuté la Terre, provoquant un cataclysme planétaire et la fin des dinosaures. La nuit tombe. Une nuit à laquelle les dinosaures ne survivront pas. Le point zéro, situé au Yucatan, n'est plus qu'un chaudron fumant, exempt de toute forme de vie. Un immense rebord d'un diamètre de 240 km le délimite. Un bourrelet montagneux d'une hauteur de 5000 mètres s'est formé en quelques minutes à peine. L'érosion mettra des millions d'années à faire disparaître ces montagnes. Parmi les débris laissés par l'impact, les gens découvriront un jour des lamelles de carbone cristallisées, de minuscules diamants témoignant de la température féroce de l'impact. Il s'est produit un événement phénoménal à l'échelle mondiale. Rien d'une telle ampleur ne s'était produit en 600 millions d'années, c'est-à-dire depuis l'apparition d'organismes multicellulaires sur la planète. Un événement incroyable. Il n'y a plus aucune forme de vie dans un rayon de 1600 km. Dans un rayon de 5000 km, seuls des insectes et de petits animaux ont survécu. Il faut parcourir plus de 8000 km à partir de la zone d'impact pour trouver un dinosaure encore vivant. Et la plupart sont seuls. Les quelques rares survivants se retrouvent dans un environnement parsemé d'arbres arrachés, ravagés par des débris de roches et de violents incendies. Personne ne sait vraiment comment fonctionnait le cerveau de ces dinosaures. Mais l'ampleur de la destruction dépassait à coup sûr tout ce qu'un animal avait eu à affronter auparavant. On ne peut imaginer la panique et le chaos qui devaient régner après l'impact de l'astéroïde. Ces animaux ont été parachutés dans un environnement surchargé d'un point de vue sensoriel, rempli de bruit, certains dus aux phénomènes physiques se produisant dans la nature, d'autres poussés par les animaux hurlant de douleur, paniquant ou cherchant leur partenaire. C'était le chaos. Dès ce premier jour, le sort des dinosaures était scellé. Les scientifiques ignorent à quelle vitesse ils ont disparu. En quelques heures, en quelques jours, en quelques mois ou quelques années, qui sait? Je crois que tout le monde s'entend pour dire que l'univers des dinosaures s'est écroulé plus rapidement que ce que l'on peut voir dans les sédiments. Mais en ce qui concerne la modification des écosystèmes, ça importe peu que cela ait pris un jour, 1 an, 100 ans ou 1000 ans, car au bout du compte, ce qui importe vraiment, c'est de savoir qu'il y a eu un important bouleversement des écosystèmes entre la fin du Crétacé et le début de l'ère tertiaire. Toute forme de vie créée dans un environnement hostile relève du miracle. Voir tant d'espèces disparaître aussi soudainement est une véritable apocalypse. Après avoir régné sur le monde pendant 150 millions d'années, les dinosaures disparaissent. Leurs os fossilisés restent la seule preuve de leur existence. L'être humain a grandement bénéficié de leur disparition, car leur mort a permis à nos ancêtres d'hériter de la Terre. S'il y a une leçon à tirer de cette rapide et terrible extinction, c'est que rien n'est éternel. La nature peut rapidement anéantir les animaux les plus puissants. Un astéroïde ou une comète tourne peut-être en ce moment même autour de notre système solaire, menaçant le genre humain. Si la catastrophe qui a anéanti les dinosaures devait se reproduire aujourd'hui, ça prendrait plus que Bruce Willis pour sauver l'espèce humaine. Des films comme L'Impact et Armageddon nous donnent un faux sentiment de sécurité. On s'imagine qu'on peut les faire dévier, qu'on peut les déplacer, qu'on peut faire quelque chose. On le peut s'il s'agit d'un petit astéroïde, mais pas s'il est gros. Si un astéroïde de la taille de celui de l'extinction de la limite Crétacé-Tertiaire menaçait de s'écraser sur la Terre, on ne pourrait rien faire pour l'en empêcher.